L'incendie à Fontainebleau est fixé, annonce le préfet de Seine-et-Marne. 850 pompiers sont toujours mobilisés. 2 personnes interpellées ont reconnu avoir déclenché les feux. Un incendie a ravagé les cages d'ascenseurs du chantier de rénovation d'une tour dans le centre de Bruxelles. Plusieurs ouvriers ont perdu la vie et les recherches se poursuivent pour retrouver 6 personnes disparues. La Bulgarie s'oppose à la proposition de Bruxelles de sanctionner le patriarche russe Kirill, affirmant que cela risque de renforcer l'euroscepticisme dans les pays orthodoxes. Un agent de la police de l'immigration américaine a tué par balle un homme d'origine colombienne dans le Maine. Il s'agit du 2e tir mortel impliquant l'ICE en une semaine. Les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau sont fixés, annonce Pierre Horry, le préfet de Seine-et-Marne. Les 2 feux ne sont pour autant pas éteints, précise le préfet, seulement bloqués dans leur périmètre. Les pompiers pourraient rester mobilisés pendant encore plusieurs jours, voire semaines, pour les éteindre. Près de 850 sapeurs-pompiers et 200 engins terrestres combattent les flammes. Ils sont soutenus par d'importants moyens aériens, dont 4 Canadair. C'est la première fois qu'un dispositif aussi important est déployé en Île-de-France. Le principal foyer, déclenché dimanche en fin de journée, a parcouru plus de 2000 hectares. Un second incendie s'est déclaré lundi, peu avant 15 h, près de Fontainebleau, détruisant entre 300 et 400 hectares supplémentaires en quelques heures. Selon les autorités locales, le secteur urbain de Fontainebleau n'a jamais été menacé par les feux, mais par mesure de précaution, près d'1 millier de personnes ont été évacuées depuis le début de cette crise. La procureure de la République de Fontainebleau a annoncé que 2 hommes interpellés lundi avaient reconnu être à l'origine des 2 départs de feu. Le premier, un jeune homme né en 2007, pompier volontaire à Fontainebleau, a admis avoir volontairement mis le feu à des brindilles à l'aide d'un briquet et d'essence. Le second, également né en 2007, a reconnu avoir provoqué un incendie de manière accidentelle après avoir jeté un mégot de cigarette. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce mardi dans un incendie survenu sur un chantier en plein cœur de Bruxelles. Le feu s'est déclaré au 2e étage de l'Oxy Tower, un vaste projet de rénovation. Selon les médias belges, environ 250 ouvriers travaillaient sur le site au moment du drame. Les pompiers ont évacué de nombreux travailleurs, mais les autorités indiquent que 6 personnes sont toujours portées disparues. Maîtrisé assez rapidement, l'incendie a toutefois gravement endommagé 2 cages d'ascenseurs avant de se propager à une partie souterraine du bâtiment où un second foyer s'est déclaré. Des ouvriers intervenaient justement dans ces cages d'ascenseurs. Les secours ont réussi à ouvrir l'une des cabines et y ont découvert plusieurs corps. Les recherches se poursuivent dans la seconde cabine où d'autres victimes pourraient se trouver. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie touche ce chantier. En avril 2024, un feu s'était déjà déclaré sur le toit du bâtiment, mais sans faire de victimes. La candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne franchit une nouvelle étape. Les ministres des Affaires étrangères approuvent officiellement l'ouverture du volet 6 des négociations. Ce chapitre porte sur les relations extérieures et est considéré comme un thème central dans le cadre des négociations d'adhésion à l'UE. For us, the opening of Cluster 6 is another a reminder of the meaning of a common foreign security policy and a common foreign and security policy in the current world, and Russia always revenge and always try to shadow the good news on our accession with another shelling that happened last night as well with ballistic missiles, so that in the area of common foreign and security policy, unity is so important. Le volet 6 devrait également s'ouvrir pour la Moldavie, les parcours d'adhésion de ces 2 pays à l'UE étant liés. Jusqu'à présent, un seul autre volet avait été ouvert pour l'Ukraine et la Moldavie, le volet 1 qui couvre les principes fondamentaux et l'état de droit. La Commission européenne considère que ces 2 nations sont techniquement prêtes à ouvrir l'ensemble des chapitres, soit 6 au total, ce qui signifie que les prochaines étapes dépendent de l'avis des 27 gouvernements membres de l'Union. Une série de chapitres d'adhésion qui constituent des parties des groupes thématiques devrait également être clôturée pour le Monténégro et l'Albanie, pays de tête des Balkans occidentaux, lors de ce qui a été surnommé le Super Tuesday de l'adhésion.
La ministre bulgare des Affaires étrangères a justifié au micro d'Euronews l'opposition de son gouvernement aux sanctions contre le patriarche Kirill. Selon Velislava Petrova-Chamova, cibler le chef de l'église orthodoxe russe est une décision dangereuse qui risquerait d'alimenter l'euroscepticisme dans les pays à dominante orthodoxe comme la Bulgarie. If you are applying sanctions that have no economic impact, but in the same time have the risk to cause division or even worse, Eurosceptic waves, that's why we're not supporting it, and that's why we're really happy that in the end the name was dropped out of the sanction package, and now the package is in a way that we can really support. La proposition prévoyait de sanctionner le patriarche Kirill, qui a qualifié l'invasion russe de guerre sainte, tout en étant accusé de cautionner les combats. Les églises orthodoxes bulgares et russes sont des entités distinctes, dirigées par des patriarches différents. Mais elles appartiennent toutes deux à la communion orthodoxe orientale, partagent les mêmes croyances et enseignements fondamentaux, ainsi que des liens historiques. Début juin, l'exécutif européen a proposé son 21e paquet de sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. Cette série de mesures a cependant été rejetée lundi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Elle sera discutée de nouveau lors d'une réunion d'urgence prévue mardi soir, dans l'espoir d'aboutir à un accord définitif. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lancé une vaste campagne visant à affaiblir la Cour pénale internationale avec pour objectif le renforcement des sanctions ou la révocation de visas. Dans une vidéo publiée sur X et une longue tribune parue dans le Wall Street Journal, il s'est engagé à démanteler la Cour, affirmant qu'elle constitue une menace pour la souveraineté américaine. Dans un communiqué, le département d'État a déclaré que cette campagne vise à neutraliser de manière systématique la capacité de la CPI à fonctionner, à cibler des militaires ou des fonctionnaires états-uniens ou à menacer de quelque manière que ce soit la souveraineté américaine. Cela marque une forte escalade dans les efforts continus des États-Unis pour isoler cette institution basée à La Haye à laquelle l'administration Trump a déjà imposé des sanctions. Les États-Unis ont déjà pris pour cible des responsables individuels de la Cour qu'ils considèrent comme une menace pour leurs intérêts, mais cette nouvelle campagne vise à faire pression sur d'autres pays pour qu'ils se retirent de la CPI. Dans son communiqué, le département d'État a indiqué que les pays qui dépendent de l'aide militaire américaine feront l'objet d'une surveillance accrue s'ils refusent de rejeter l'autorité de la Cour. La CPI n'est compétente que pour enquêter sur les crimes commis dans les États partis au statut de Rome, le traité de 2022 qui a institué la Cour, mais que les États-Unis n'ont pas ratifié. Un agent de la police de l'immigration américaine, l'ICE, a abattu un automobiliste lundi dans l'État du Maine. Il s'agit du deuxième tir mortel impliquant cette agence en l'espace d'une semaine. Selon plusieurs associations de défense des droits de l'homme, la victime est Juan Sebastián Guerrero, un Colombien de 26 ans qui était autorisé à travailler légalement aux États-Unis. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure affirme que l'agent a ouvert le feu par crainte pour la sécurité publique alors que le jeune homme tentait de prendre la fuite. Les autorités ont précisé que les agents de l'ICE menaient une surveillance ciblée à la dernière adresse connue d'un étranger en situation irrégulière visé par une mesure d'expulsion. Mais selon le sénateur indépendant du Maine, Angus King, l'homme tué n'était pas la personne recherchée. Il dit tenir cette information d'un échange avec le secrétaire à la Sécurité intérieure et réclame désormais une enquête transparente et sans détour. Une veillée en hommage à la victime s'est tenue lundi soir. Cette fusillade intervient quelques jours après un autre tir mortel impliquant l'ICE, cette fois-ci à Houston. Et depuis le lancement de la politique de répression de l'immigration par Donald Trump, au moins 9 personnes ont été tuées lors d'opérations liées à cette agence. Andros, la deuxième plus grande île des Cyclades, possède une longue tradition maritime. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi ici une production locale exceptionnelle de citron, de vin et de produits laitiers. Le citron d'Andros est l'un des plus emblématiques et chaque année, un festival en son honneur est organisé. Το λεμόνι είναι ο χρυσός της άνδρου. Κάποια χρόνια ζούσαν οι άνθρωποι από τα λεμόνια, τώρα όχι. Αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και ερχόμαστε κάθε χρόνο. Sa production a peut-être diminué, mais le citron reste une source de fierté pour les habitants et continue d'enchanter les visiteurs par son goût et son parfum. Τα λεμόνια της άνδρου ήταν εξακουστά.
και είχε μεγάλη παραγωγή. Έφταναν μέχρι πάνω την Μαύρη Θάλασσα με καΐ και έφευγαν από εδώ. Σήμερα η παραγωγή είναι πολύ λιγότερη, αλλά συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό προϊόν για τον τόπο μας. Κάνουμε λεμονάδες, γλυκά κουταλιού, λεμόνι και άνθος λεμονιού που είναι πολύ ωραίο και μοναδικό. Ces dernières années, de nouvelles caves modernes ont redonné vie au vignoble d'Andros et ont fait entrer l'île sur la carte du tourisme viticole. Parmi eux, le vignoble Courtessis, situé sur des terrasses bordées de murs de pierre à 100 mètres d'altitude. Il dispose d'une cave souterraine et propose des visites guidées ainsi que des dégustations. Στην Άνδρο παραδοσιακά στα σπίτια φτιάχνουμε κρασί και τσίπουρο. Ο δικός μας στόχος είναι να γίνουμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο και να έρχονται εδώ τουρίστες για να δοκιμάσουν το μαυροτράγωνο και το ποταμίσιμα σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο παραγωγής. Dans la commune de Cortio se trouve la fromagerie Creva-Sara. Depuis 2009, elle produit du volaki, le fromage traditionnel de l'île, ainsi que d'autres produits laitiers typiques des Cyclades. Chaque jour, les fromagers transforment ici près de 500 kilos de lait que le gérant Nikos collecte auprès de ses propres vaches et des autres troupeaux de l'île. Είναι ιδιαίτερη γεύση του, είναι καθαρά από αγελαδινό γάλα, παστερεωμένο. Το περισσότερο είναι του νησιού, τα οποία τα ζώα εκτρέφονται ελεύθερα. Mais ces entreprises sont aussi confrontées à des difficultés et à des défis. Le coût du transport des produits est élevé et la main-d'œuvre qualifiée est difficile à trouver. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία. Πολύ ωραία να λέμε ότι φύγαμε από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Για να μπορέσει να βοηθήσει μια τέτοια επιχείρηση και μια οποιαδήποτε επιχείρηση είναι πάνω στο νησί. Πέρα από τις όμορφες παραλίες και τα καταγάλανα νερά, ο τόπος προσφέρει στον επισκέπτη όλα όσα χρειάζεται για να ηρεμήσει και να βιώσει την αυθεντική αιγιοπελαγίτικη φιλοξενία, που σύντομα θα τον οδηγήσει και πάλι στο νησί. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Τάικος.